à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Aujourd'hui, on s'attaque encore à un gros morceau du cinéma français puisqu'on va parler de Romy Schneider. Alors, il y a la pluie qui tape sur mon Velux, il y a de la musique en bas, j'espère que ça va pas venir interférer dans la vidéo et que vous allez pouvoir apprécier le doux son de ma voix. Bien sûr, comme j'aime à le dire. Et donc on peut partir sur Romy Schneider tout de suite. Alors déjà, il y a tellement de choses à dire sur la vie de Romy. Je vais essayer de faire un condensé parce que c'est assez long. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez étant donné le nombre de documentaires qui ont été faits sur la vie de Romy. Ensuite, bien que j'ai fait allemand en LV2, l'allemand ça remonte il y a très longtemps. Donc du coup, ma prononciation allemande, alors déjà qu'on dit que ma diction c'est de la merde, ma prononciation allemande risque d'être à chier. Je vous le dis carrément, hein. Pour ça je suis objective, hein, franchement. Mais bon, on va essayer de faire avec. Donc, Rosemarie Magdalena Albach est née le 23 septembre 1938 à Vienne. Elle est la fille de Wolfgang Barretti et Magda Schneider, deux acteurs connus de l'avant-guerre. La petite Rosemarie a eu une enfance difficile sans vraiment le comprendre puisque ses parents sont rarement présents étant donné leur travail, mais en plus la maison où elle habite est pas loin de ce que l'on appelle le Kehlsteinhaus, qui est la maison où Hitler reçoit des hauts partisans du régime nazi. Bon, on a connu mieux comme voisin. Hein. D'ailleurs, Rosemarie rencontre plusieurs fois Hitler, que sa mère fréquente plus ou moins en relation charnelle, mais ça, Romy le comprendra bien plus tard, elle le confiera à une journaliste dans les années 70. Ses parents sont donc des proches du régime naziste et sont des privilégiés, donc en gros une famille intouchable avec des privilèges comme l'exemption des impôts. Ses parents se séparent en 1942 et donc la petite fille se rapproche de sa mère et de son frère qui continuent d'habiter proche de la maison d'Hitler. Après la fin de la guerre, Magda retourne en Autriche, occupée, où elle aura du mal à gagner de l'argent, étant donné son passé naziste, fallait pas jouer avec le feu, et elle joue dans des pièces de théâtre principalement. Rosemarie, quant à elle, sera placée en internat de 1949 à 1953 afin d'obtenir son brevet et revient chez sa mère, où d'abord, voulant se diriger vers une carrière de décoratrice ou illustratrice pour enfants, se rend compte aussi que le métier d'actrice l'attire pas mal. Elle fera ses débuts dans le film Quand refleuriront les lilas blancs, me demandez pas le titre allemand s'il vous plaît, j'ai pas envie de le lire, où sa mère joue et s'ensuit après la carrière que l'on connaît. Elle prend le prénom Romy, qui est la contraction de Rosemarie, et Schneider comme nom puisqu'elle reste proche de sa mère. Cette première partie de sa carrière est très influencée par sa mère Magda qui garde une emprise sur ce qu'elle fait. Le premier film dont je vais parler est sûrement un film que vous ne connaissez pas. Il s'agit de Feu d'artifice, alors en allemand Feuerwerk, de Kurt Neumann, sorti en 1954. Il s'agit en fait d'une comédie musicale inspirée de Das Feuerwerk d'Eric Charel et Jürg Hamstein. Le film raconte l'histoire d'un cirque arrivant en ville où l'oncle parti de la famille Oberholzer, dont Romy fait partie, en est le directeur. Très vite, l'oncle donne envie à Romy de faire partie du cirque car elle rêve de spectacle et la femme de celui-ci est interprétée par Lily Palmer, qui au passage fait tourner la tête de tous les hommes de la famille. Le film paraît un peu niais, mais en fait c'est super agréable à regarder. Déjà, il était inconcevable pour moi de voir Romy dans une comédie musicale, je savais pas que ça existait. Et j'ai quasi eu l'impression en regardant le film qu'elle avait volé la vedette à Lily Palmer, qui était censée être la vedette du film. Après c'est que mon impression. Alors tenez-vous bien, le film remportera le prix du festival de film de Punta del Este, prix que je ne savais pas qui existait, vraiment. C'est pour ça que je vous ai dit de bien vous tenir. Mais en plus de tout cela, si je mentionne ce film, c'est pas pour rien, vous vous doutez qu'en général c'est plus ou moins lié quand je cite les films. C'est important à mentionner car c'est lors du tournage de ce film que Romy rencontre Ernst Marischka,
Donc vous connaissez la suite de ce dont on va parler. Donc j'ai décidé de parler juste du premier Sissi, donc d'Ernst Marischka, sorti en 1955. Le scénario est de lui, mais il s'inspire bien évidemment de la vie d'Élisabeth de Bavière, dite Sissi, même si celle-ci est très romancée. Se composant en 3 volets, on va ici s'intéresser au premier volet qui relate donc la rencontre entre la princesse et Franz, joué par Karl-Heinz Baum. Si Franz devait à la base épouser la sœur de Sissi, Hélène de Bavière, le film romance le fait que les 2 protagonistes principaux tombent amoureux l'un de l'autre. Si tout est bien romancé dans le film, en réalité c'est uniquement Franz qui décide en vrai d'épouser Élisabeth de Bavière, alors qu'elle n'a que 15 ans. Et le mariage va profondément marquer Élisabeth qui sera dépressive toute sa vie. Enfin bref, on va pas s'étaler sur la vraie vie de Sissi, sinon c'est vous qui allez tomber dans une grosse déprime. Romy a quant à elle 17 ans pendant ce premier film et ne s'attend pas au succès qui va lui tomber dessus avec ce film et à quel point ce personnage va lui coller à la peau. Encore aujourd'hui, tous les films ou séries faits sur l'impératrice renvoient à la belle trilogie romancée d'Ernst Marischka. Il suffit de regarder les réactions. Il me semble que c'était TF1 qui avait passé la série Sissi sur Twitter, enfin sur X pardon. On n'avait que des messages qui disaient que la vraie Sissi c'était Romy Schneider. Donc le film aura 2 suites, tout aussi romancées, et rendra Romy célèbre internationalement avec ce rôle bien qu'il finisse par lui déplaire, à tel point qu'elle refusa d'en faire un 4e malgré l'argent qu'on lui a proposé. On lui avait proposé un sacré pactole. Elle ne reprendra ce rôle que pour Luchino Visconti dans Ludwig au crépuscule des dieux en 1972, où elle incarnera une vraie version de l'impératrice, à savoir triste, et ne portant pas vraiment beaucoup d'amour envers l'empereur. Le film sera le plus gros succès autrichien et allemand de l'année 1955 et est aussi un très grand succès en France. D'ailleurs, on le voit au nombre de rediffusions qu'il y a à la télé chaque année. Je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3 par an de rediffusion à la télé, par le groupe TF1 bien sûr. Dans le film, Magda Schneider joue le rôle de la mère de Sissi. Alors, on se dit, oh bah c'est gentil et tout ça, mais en fait, c'est pour pouvoir non seulement jouer dans des films, donc gagner du fric, mais aussi garder un contrôle sur la carrière de sa fille, qui commence à en avoir ras-le-bol d'avoir maman sur le dos, et va commencer à la repousser dans ses choix professionnels. Le 3e film dont on va parler, c'est Christine de Pierre Gaspard Huit. Sorti en 1958, c'est un remake de Liebelei de Max Ophuls de 1933, tiré d'une pièce d'Arthur Schnitzler. Le film relate la romance de Franz, encore un Franz décidément, Franz Loberheimer, interprété par Alain Delon, et Christine Wehring, interprétée par Romy. Christine découvrant le vrai amour face à Franz qui lui a déjà eu plusieurs aventures, dont une s'étant terminée au début du film avec la baronne Lena Egerdorf, interprétée par Micheline Prel. Même si le film semble nier, comme pourrait l'être le personnage de Sissi, le film est un changement total pour Romy, qui tourne avec des acteurs et un réalisateur français. Comme j'ai dit, le film c'est un remake de Liebelei, film où Magda Schneider tenait le rôle de Christine. Donc même si Romy commence à s'émanciper de sa mère, elle continue toujours de marcher dans ses pas, volontairement ou non. C'est lors de ce tournage d'ailleurs que Romy rencontra donc Alain Delon, enfin vous l'avez deviné, avec qui il naîtra une romance qui durera plusieurs années, et enfin viendra l'émancipation de Romy qui partira en France avec Delon. Le 4e film dont on va parler, il intervient dans une période un peu creuse de Romy Schneider, puisqu'elle vient d'arriver, elle est arrivée depuis quelques années en France, et elle galère un peu à avoir des rôles, parce que elle était une star en Allemagne, mais là en France c'est Alain Delon la star, donc c'est difficile.
Mais elle arrive quand même à avoir un rôle important dans Le combat dans l'île d'Alain Cavalier, sorti en 1962 sur un scénario original d'Alain Cavalier. Le film raconte l'histoire d'un couple, Clément et Anne, joués respectivement par Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider. Clément, fréquentant un groupe d'extrême droite, est chargé de tuer un député. Tentative d'assassinat loupée, il va alors avec Anne se réfugier à la campagne chez son ami Paul, interprété par Henri Serre. Clément part pour se venger de l'homme qui l'a dénoncé et l'a empêché de commettre l'assassinat, et ainsi il laisse son épouse avec son ami Paul, et les deux vont devenir amants. Ce style de film, c'est tout nouveau pour Romy. Romy n'est pas enfin une gamine niaise dans ce film et montre son côté femme vulnérable, d'autant plus qu'elle joue une actrice de théâtre. Ce film pourrait faire écho à sa vie personnelle qui s'affaisse entre le manque de rôle en France et sa relation avec Delon, devenant star française, qui décline. Le cinquième film dont nous avons parlé, c'est La Voleuse, ou en allemand Schornstein Nummer 4 de Jean Chapeau, sorti en 1966 sur un scénario original de Jean Chapeau. Le film raconte l'histoire de Julia Creuse, interprétée par Romy, qui est en couple avec Werner, interprété par Michel Piccoli, où Julia avoue à son mari qu'elle a eu à 19 ans un enfant qu'elle avait laissé à la famille Kostrovix, mais à présent que l'enfant a 6 ans, Julia ressent le besoin de récupérer son enfant et avoir l'impression d'avoir fait une erreur en le laissant à cette famille. Nous avons donc affaire à un couple en crise puisque le mari de Julia a du mal à supporter les réactions de celle-ci et ne pense pas que reprendre l'enfant est une bonne idée. Il s'agit d'un film assez novateur pour l'époque qui aborde le sujet des enfants conçus hors mariage, mais en plus non voulus. On s'attaque à un vrai débat psychologique du fait de l'abandon d'un enfant, même si la personne sait que les personnes qui s'occupent de l'enfant le traitent bien. Cela traite aussi donc de la fibre maternelle qui serait présente chez la femme en vieillissant. Bref, La Voleuse est un film à part dans le cinéma français qui méritait qu'on en parle. D'ailleurs, je crois qu'il s'agit du premier film où Romy et Michel Piccoli jouent un couple. D'ailleurs, en parlant d'un film qui traite des enfants, c'est cette année-là que Romy donnera naissance à David, prénom juif qui est donné exprès en contradiction avec le passé naziste de sa mère. Et tiens, prends-toi ça dans la tronche. Bon, là on s'attaque à un autre gros classique du cinéma français. Vous savez que Romy a joué énormément pour Claude Sautet. Je ne pouvais pas parler de tous les films de Claude Sautet, donc j'ai choisi César et Rosalie, donc de Claude Sautet, sorti en 1972, sur un scénario original de Jean-Loup Dabadi et Claude Sautet. Le film raconte l'histoire d'un triangle amoureux, à savoir Rosalie, interprétée par Romy, qui est en couple avec César, joué par Yves Montand, et voit ressurgir un ancien amour, David, joué par Sami Frey. César devient alors jaloux et a peur que Rosalie retourne vers son ancien amour. Et c'est sa peur qui va pousser Rosalie à montrer qu'elle est une femme libre et peut disposer de l'homme qu'elle veut, car César sera toujours César et David sera toujours David. Dans ce film, elle se cherche au travers de l'affection qu'elle porte aux deux hommes de sa vie. Donc comme j'ai dit, j'avais le choix entre vraiment plusieurs films que Romy a tourné pour Claude Sautet, mais j'ai choisi celui-là parce que dans ce film, Romy, elle représente cette femme libre, la nouvelle femme des années 70 qui décide de disposer de sa vie comme elle veut. Bon, j'ai aussi un petit peu choisi parce que j'adore Sami Frey, mais bon, ça c'est autre chose. Rosalie aurait pu être interprétée par Catherine Deneuve, mais elle était enceinte, donc c'est pour cela que Claude Sautet se tourne de nouveau vers Romy. De plus, les deux avaient lié un lien particulier, Romy étant toujours en quête d'un père au travers des hommes qu'elle rencontrait pour combler le manque de son père lorsqu'elle était petite. César devait être incarné par Vittorio Gassman, qui refusa d'interpréter un cocu. Alors ça me fait vraiment rire parce que le mec qui peut interpréter des machos, des fanfarons, tout ce que tu veux, mais il refuse de jouer un cocu. Et Philippe Léotard, qui était pressenti pour le rôle de David, fut finalement remplacé par Sami Frey.
Avec Les choses de la vie et Max et les ferrailleurs, le film marque une nouvelle fois le cinéma français et la carrière de Sauté ainsi que de Romy grâce au succès qu'il rencontre encore aujourd'hui. Sinon, j'en parlerai pas. Le 7e film dont on va parler, c'est Clair de femme de Costa Gavras, sorti en 1979, d'après le roman de Romain Gary. Le film relate l'histoire de Michel, interprété par Yves Montand, qui récemment veuf fait la rencontre de Lydia, qui semble ressentir la même souffrance que lui puisqu'elle a perdu sa fille quelques mois auparavant. Ces deux êtres qui sont rapprochés par cette souffrance vont alors se voir et essayer de se reconstruire ensemble. Alors j'ai choisi ce film car il reconstruit 7 ans après le couple Montand-Schneider, à nouveau dans une relation complexe. Et en plus, parce que pour une fois, Costa Gavras s'éloigne du genre de film engagé qu'il fait habituellement. Genre si on pense à Z par exemple, c'est pas du tout la même cam, on va pas se mentir. Romy sera nominée au César en tant que meilleure actrice pour le film, mais ce fut Miu Miu qui le remporta pour le film La Dérobade. Et il faut savoir que Romy l'avait emporté quand même l'année d'avant pour Une histoire simple de Claude Sauté. Le 8e film dont on va parler, c'est La mort en direct de Bertrand Tavernier, sorti en 1980. Déjà, avec la vidéo sur Philippe Noiret, vous connaissez un petit peu mon amour pour Bertrand Tavernier maintenant. Le film s'inspire du roman The Continuous Catherine Morten O hors de Une Sleeping Eye de David Guy Compton. Le film raconte donc l'histoire de Catherine Morten O, une autrice atteinte d'une maladie incurable dans un futur proche où normalement les maladies n'existent plus. L'autrice va alors participer à l'émission La mort en direct, mais regrettant cette décision, va s'enfuir en compagnie d'un certain Roddy qui en fait la filme en secret. Le film est une prémisse de la télé-réalité puisque l'on suit la vie d'une femme en proie à la mort. On se demande si l'intrigue n'aurait pas inspiré d'ailleurs un certain Truman Show. Le film pousse d'ailleurs la télé-réalité à son paroxysme dans le sens où tout le monde vient harceler Catherine qui voudrait juste mourir en paix. Parce qu'apprendre qu'on va crever, c'est pas ouf. Et elle veut juste mourir tranquille. Bref, un film à voir qui montre le jeu de Romy sous un autre jour. Une Romy moins joviale que d'habitude et dans un rôle plus psychologique que les autres encore. Le film aura plusieurs nominations au César mais n'en recevra pas. Il reste tout de même un chef-d'œuvre dans la filmographie de Romy et de Bertrand Tavernier. Ensuite, le 9e film dont on parle, c'est un film coup de cœur, pour la première fois que je l'ai vu. Faut savoir qu'au début, j'aimais pas trop le jeu de Romy Schneider. Et c'est ce film qui m'a vraiment fait découvrir que c'était une bonne actrice. C'est La banquière de Francis Girod, sorti en 1980. Le scénario de Georges Conchon et Francis Girod est inspiré de la vie de Marthe Hannot. Dans ce film, Romy interprète Emma Eckert, une jeune femme lesbienne montant les échelons notamment grâce à son mariage avec Moïse Nathanson et s'enrichit afin de placer son argent dans différentes actions boursières. Enrichie, elle devient banquière, mais cela ne plaît pas aux hommes du milieu comme Horace Bannister, interprété par Trintignant, qui va mener une guérilla contre la banquière. Le film est féministe, donc j'aime ça. Car non seulement nous avons une femme banquière dans les années 20 qui en plus affirme sa sexualité et en plus se bat dans un monde d'hommes qui essayent de la détruire. Je pense donc qu'il s'agit d'un des plus beaux films de Romy qui représente la force de la femme qu'était Romy Schneider. Le film fut une nouvelle fois nominé dans plusieurs catégories au César, mais malheureusement ne remporta aucun. C'est chiant avec les films de Francis Girod. Genre, je kiffe les films de Francis Girod, mais ils remportent jamais rien, j'ai l'impression. Le dernier film dont on va parler, c'est le dernier de Romy Schneider. C'est La passante du sans souci de Jacques Rouffio, sorti en 1982, d'après le roman de Joseph Kessel. À savoir que Joseph Kessel on en a déjà parlé, je crois. Il y a beaucoup de ses livres qui ont été adaptés. Donc dans ce film, Max Baumstein, interprété par Michel Piccoli, raconte l'histoire de son enfant Salina, sa femme interprétée par Romy.
Enfant juif, il est recueilli par Elsa Wiener, aussi interprétée par Romy, qui doit partir à Paris avec lui pour échapper à la progression du nazisme. Pendant son temps à Paris, elle fera tout pour faire libérer son mari. Avec ce rôle, Romy se détache du nazisme que sa mère a soutenu en interprétant une juive. On peut dire que la boucle est bouclée. Elle montre, comme avec le vieux fusil, sa totale désapprobation du régime naziste. Le film est extrêmement dur à tourner pour Romy, car elle doit tourner avec Wendelin Werner, qui est un enfant, et Romy vient de perdre quelques mois plus tôt son fils David, dans un accident domestique qui a littéralement traumatisé l'actrice, ce qui est plutôt normal. Il s'agit donc du dernier film de Romy qui apparaît bouleversante à l'écran. Le mur entre l'actrice et la femme n'est plus. Sa fragilité se ressent à l'écran et c'est peut-être pour cela que ce film est l'un des plus connus de sa filmographie. Elle sera nominée comme meilleure actrice mais ne remportant pas la statuette. Le matin du samedi 29 mai, Romy Schneider est retrouvée par son compagnon Laurent Pétain à son bureau, inanimée. Elle porte une étoile de David. Aucune autopsie n'est pratiquée pour ne pas ébranler le mythe, mais on suppose un suicide de l'actrice. Sa mort reste mystérieuse pour ses proches. Je crois que le terme le plus juste est morte de tristesse. L'actrice avait des projets en cours, d'où les doutes sur sa mort. Romy aura marqué le cinéma, d'abord en Allemagne en jouant les petites filles modèles, puis enfin en France en jouant la femme libérée et joyeuse que l'on aimait voir à l'écran. Un hommage lui sera rendu à la 33e cérémonie des Césars en 2008 par Alain Delon qui recevra un César d'honneur en son nom. Comme quoi l'actrice, malgré le fait qu'elle soit morte depuis presque 42 ans, fascine toujours autant. C'était important pour moi de faire une vidéo sur Romy Schneider parce que au début, je l'avais mal jugée. J'avais pensé que c'était pas une très bonne actrice, peut-être parce que j'ai vu pas les meilleurs films en premier. Mais maintenant, je comprends l'engouement autour de sa personne et de sa carrière d'actrice. Romy, c'était un sacré personnage, une sacrée femme avec une sacrée poigne, mais qui n'a pas su gérer un décès, ce qui est totalement normal, surtout dans les conditions dans lesquelles David est mort. Donc j'espère que maintenant, juste, elle repose en paix auprès de son fils David. Et voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Que ma diction est toujours aussi mauvaise, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, partager, surtout vous abonner parce que ça soutient ma chaîne et ça me prouve que ce que je fais c'est pas tant de la merde que ça et que ça donne envie de continuer. Sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine. Ne faites pas de photos s'il vous plaît. Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. C'est celui-là.